Les catcheurs deviennent de plus en plus des acteurs de cinéma, mais pas beaucoup d'entre eux sont doués. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de réagir à une liste des meilleurs catcheurs, wrestlers, devenus acteurs, d'après le Hollywood Reporter. Ils ont choisi 10 catcheurs iconiques qui, d'après eux, ont vraiment marqué aussi le petit et grand écran. Ces catcheurs qui ont tenté l'expérience de l'acting, ce qui est un peu paradoxal parce qu'en réalité, le catch, c'est un mélange de sport et d'acting aussi. Mais vous comprenez l'idée, on va parler de cinéma et séries, et à la fin, je vais vous dire, d'après moi, quel est le catcheur qui est devenu le meilleur acteur. Et évidemment, la liste du Hollywood Reporter sera dans la description et le commentaire épinglé. À la 10e position de la liste, vous avez André the Giant. Et oui, le catcheur professionnel français de 2,24 m a clairement marqué le monde du catch par sa taille, son apparence, mais il a aussi marqué le cinéma un petit peu. Pas beaucoup, c'est vrai, parce qu'il n'a pas eu énormément de rôles, mais il a eu un rôle iconique dans le film The Princess Bride. C'est vrai que c'était compliqué pour lui parce qu'il n'était pas très bon en anglais, il n'était pas très bon forcément en acting, mais il a marqué le monde du cinéma avec ce rôle tout de même, parce que le film est devenu culte rapidement, et même s'il n'a pas fait grand-chose de marquant après ce projet, c'est aussi parce qu'en effet, il est décédé assez jeune, à 46 ans, je comprends son inclusion dans la liste, juste pour ce rôle qui est vraiment marquant. C'est un petit rôle tout de même dans The Princess Bride, mais le film est devenu tellement culte, le film est tellement mémorable, le film a marqué tellement de générations, et ce grand géant dans cette œuvre a aussi marqué beaucoup de personnes, donc je pense que c'est mérité de le mettre dans la liste, même s'il n'a pas une grande carrière d'acting, juste pour ce petit moment qui, je pense, sera pour toujours dans l'histoire du cinéma. Donc je comprends vraiment son intégration, même s'il n'est pas considéré comme un grand acteur, il a quand même marqué mine de rien. À la 9e position, nous avons Jesse Ventura. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il n'a pas fait grand chose de sa carrière en soi en tant qu'acteur, parce qu'il a fait beaucoup de politique, ça c'est vrai, mais il a joué dans des films cultes. Ça aussi, il faut le souligner. C'est des films comme Predator, qu'on voit ici par exemple. Alors oui, c'est pas des rôles forcément marquants, il a des petits rôles dans la majorité de ses œuvres, mais quand même, le mec a joué dans Predator, il a joué dans Running Man aussi, il a joué dans Demolition Man. Bon, c'est encore une fois des tout petits rôles, comme dans Batman et Robin aussi, mais c'est plein de films cultes, qu'on les aime ou pas d'ailleurs, dans des rôles minuscules, donc je comprends son intégration dans le classement, même s'il n'a pas clairement marqué le cinéma, il est juste un peu comme André. Là où André a eu un plutôt grand rôle pour ce que c'est, lui il a eu des plus petits rôles, mais dans plein de films cultes, donc je comprends l'intégration dans la liste. 9e me semble pas complètement fou comme position pour ce genre de personnalité, ce genre d'acteur, c'est pas une honte de l'avoir mis ici, même si honnêtement, voilà, il va marquer personne par son acting, et n'a marqué personne, je pense, auparavant non plus. En 8e position, nous avons Paul White, qui est de Big Show. J'avoue que de Big Show, je le connaissais lorsque je regardais le catch quand j'étais plus jeune, mais il y a un moment, je l'ai jamais vu au cinéma, je crois. Et pour moi, ce choix dans la liste, il est assez incompréhensible. Alors oui, il a des petits rôles dans des films comme La course aux jouets, Jingle All the Way, mais bon, personne ne se rappelle réellement de ses rôles, et c'est pas non plus des films extrêmement cultes. Il a des petits caméos dans des projets comme The Waterboy, qui est un peu plus connu. Mais bon, c'est pas ce que j'appelle des rôles incroyables, des rôles marquants ou forcément des films iconiques. Le truc, c'est qu'en fait, il a sa propre émission sur Netflix, sa propre sitcom qui s'appelle The Big Show Show, et c'est pour ça qu'il est dans cette liste, c'est ça qui l'a un peu rendu célèbre sur le petit écran. Mais personnellement, je l'ai jamais vu jouer en réalité. Peut-être il y a des gens qui ont vu cette émission et il a marqué beaucoup de personnes par cette émission, mais personnellement je ne comprends pas ce choix. Peut-être j'ai un manque de culture par rapport à ça aussi, mais je n'arrive pas à comprendre. Pour moi, André the Giant est bien plus iconique, ou même Jesse Ventura, donc le mettre 8e ici pour moi c'est pas logique. En 7e position, nous avons Hulk Hogan, ce qui est assez logique parce que c'est un homme qui a clairement marqué le monde du catch, ça c'est évident, l'a rendu encore plus populaire, plus mainstream, mais c'est vrai qu'à Hollywood, il n'a pas marqué grand chose, soyons honnêtes. Alors oui, il y a des rôles tout de même iconiques dans des films cultes comme Rocky 3, on se rappelle tous de ce moment dans le film. En même temps, voilà, c'est une grande saga de films Rocky, et il a une séquence qui est vraiment plus liée au catch qu'autre chose. C'était rigolo, voilà, faire le mélange Rocky-Hulk Hogan, c'était quand même quelque chose. Mais c'est vrai que l'article rappelle très bien qu'ils ont essayé de le faire percer à Hollywood, mais ça n'a jamais marché. Il a fait des projets d'action comme Suburban Commando, mais ça a floppé. Ils ont fait des projets aussi avec lui, mais ça n'a pas marché non plus, comme No Holds Barrel. Voilà, malheureusement, ça n'a jamais pris. Qui se rappelle de Monsieur Nounou, de Nani en anglais. C'est un mec qui a fait donc exploser le monde du catch, mais ensuite en termes de cinéma, mis à part quelques petits rôles dans des projets cultes, c'était des directs ou DVD quoi, c'était pas vraiment fameux. Mais mine de rien, il faut quand même le rappeler que peut-être sans Hulk Hogan, il n'y a pas de Dave Bautista, il n'y a pas de Rock, il n'y a pas de John Cena, parce qu'il a vraiment ouvert une porte de la WWE à Hollywood, qui n'existait pas vraiment avant. Donc c'est bien qu'il ait fait ça. Par contre, en termes de carrière, je comprends son inclusion dans la liste, mais
fatalement, il n'a pas vraiment marqué Hollywood ou le monde du cinéma de manière générale. En 6e position, nous avons Kevin Nash. Alors là, je suis hyper étonné parce que je ne sais même pas qui c'est. En tant que catcheur, je ne sais pas qui c'est. Je ne regardais pas vraiment le catch, en réalité pas beaucoup. Surtout que je regardais le catch de mon époque quand j'étais jeune. Je ne m'intéressais pas au catch historique. Mais visiblement, il a un caméo dans John Wick. Il a aussi un petit rôle dans Magic Mike. Ça, je me rappelle de ce rôle, mais je savais pas qu'il était catcheur. Mais là, c'est incompréhensible. Je veux dire, 6e position pour ce mec au-dessus de Hulk Hogan, je ne comprends pas. Pour moi, ça n'a aucun sens. Peut-être il y a plein de gens aux États-Unis qui l'adorent et qui aiment beaucoup son acting, mais pour moi, il est inconnu au bataillon. Donc, honnêtement, je ne comprends pas du tout cet emplacement dans la liste. Peut-être vous le connaissez un peu mieux. J'ai regardé sa filmographie, je me suis dit, au fait, le mec n'a joué dans rien. Il a à chaque fois des rôles minuscules ou des caméos. Je ne comprends pas. Là où le 5e, je comprends un peu mieux, c'est-à-dire que c'est Adam Copeland, c'est Edge. Edge, je me rappelle très bien de lui. Mais c'est vrai que je ne crois pas l'avoir vu sur un écran de cinéma. Et en réalité, c'est normal parce qu'en termes de cinéma, il n'a quasiment rien fait. Cependant, il a fait beaucoup de séries télé. C'est ça qui est intéressant aussi. N'allez pas voir son Letterboxd. Son Letterboxd, il n'y a que des bouts atomiques. Il faut vraiment s'intéresser à ce qu'il a fait en termes de séries parce qu'il a fait Vikings. Par exemple, je ne savais même pas que c'était Edge. J'ai jamais fait gaffe. Pourtant, j'ai vu Vikings. Il s'est vraiment transformé. Donc, c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Il a joué dans beaucoup d'épisodes de Vikings, 25 pour être précis. Il a joué dans Haven. Alors, c'est pas la série la plus culte de tous les temps, mais il a quand même joué dans 42 épisodes. Donc, il était vraiment reconverti en acteur de séries télé à ce stade. Et on a aussi son rôle dans Peter Jackson que j'ai vu lors de la première saison. C'est un petit rôle, mais il joue quand même Ares si ma mémoire est bonne. Donc il sera sûrement de retour lors de la saison 2, la saison 3. Donc en vrai, là, je comprends son inclusion dans la liste parce que le mec a pas fait de cinéma, c'est vrai, mais il a fait pas mal de séries télé. Le mec s'est vraiment reconverti en acteur de séries télé depuis de nombreuses années. Il bosse assez régulièrement dans le monde de la série télé. C'est vrai qu'au cinéma, il a rien fait, ok, mais je comprends son inclusion dans la liste. C'est pas mal pour quelqu'un qui fait de la télé. Et c'est ok, il n'y a aucune honte de faire de la télé ou de préférer le cinéma ou des choses comme ça, peu importe. Mais c'est vrai qu'il s'est vraiment reconverti en tant qu'acteur et ça c'est plutôt cool. À la 4e position, nous avons Roddy Piper. Et là c'est marrant parce que je savais même pas que c'était un catcheur à la base, mais il mérite sa place pour un seul et unique rôle qui a marqué beaucoup plus que tous les autres présents sur la liste, soyons honnêtes. C'est son rôle dans le film de John Carpenter, They Live. Je crois qu'en français c'est Invasion Los Angeles. Bref, c'est un rôle qui est cultissime. C'est un film qui est génialissime. Bon, c'est John Carpenter, c'est normal. Et juste pour ça, je pense qu'il a marqué beaucoup plus que beaucoup d'autres acteurs de la liste. Même ceux dans le top 3, je ne sais pas s'ils ont pour l'instant ce rôle vraiment iconique dans leur carrière. Parce que là, en réalité, je veux dire, il n'a rien fait ensuite en termes de cinéma, ou très très peu. Mais ce rôle-là, il est culte. Il porte le film. Il est l'acteur principal du projet, soyons honnêtes. Et ça, c'est rare d'avoir un film culte vraiment bien, qualitatif, quand tu étais catcheur avant. C'est pas pour tout le monde, quasiment personne ne l'a fait, donc c'est quand même un exploit, et même s'il a pas fait beaucoup en termes de cinéma, il a fait quand même pas mal de séries télé, avec It's Always Sunny in Philadelphia par exemple. Il nous a quittés il y a déjà 10 ans, c'est en 2015 qu'il est décédé, mais c'est vrai que son inclusion dans la liste est logique, juste pour son rôle cultissime dans They Live. En 3e position, nous avons évidemment John Cena. On arrive dans le trio de Big Three récent. Je pense que c'est mérité. Il fait vraiment partie de ces acteurs qui ont l'air d'être vraiment passionnés par l'acting de manière générale. Et je pense que c'est important d'être passionné par l'art de l'acting pour faire du bon travail. Et il s'est beaucoup amélioré. C'est ça qui est intéressant aussi. Il était peut-être pas très très bon au début, mais il s'est beaucoup amélioré. Il a travaillé énormément pour devenir de mieux en mieux en termes d'acting, de présence physique. Aussi, il a joué dans beaucoup d'œuvres de cinéma. Bon, c'était un antagoniste sympathique dans Fast and Furious. Il a eu pas mal de caméos dans Argyle ou Barbie. Mais évidemment, son rôle iconique, vous pouvez jouer le drame, la comédie, c'est évidemment un Peacemaker. Et dans The Suicide Squad, voilà. Mais bon, je considère The Suicide Squad, Peacemaker saison 1, Peacemaker saison 2 comme la même œuvre concernant John Cena pour son acting. Et c'est un rôle intéressant parce qu'en fait, John Cena, il s'est toujours dit « Je suis un catcheur, ok, mais j'accepte de ne pas me prendre forcément trop au sérieux, contrairement à The Rock. » Par exemple, j'accepte vraiment la comédie et c'est grâce à ça aussi qu'il s'est amélioré. Je veux dire, dans le film de Suicide Squad, il était bon, mais il était meilleur dans la saison 1 de Peacemaker. Il était encore meilleur, en tout cas lors de cette diffusion en ce moment, lors de la saison 2 de Peacemaker. Donc vraiment, je pense que cette 3e place est méritée parce que tu vois que c'est un mec qui est passionné, qui a envie de faire des choses positives, qui a envie de bien jouer, qui fait plein de projets. Il a compris qu'il avait une opportunité en or, il a envie de jouer partout tout le temps et vraiment d'être présent. Et ça change de l'époque où il jouait dans The Marine. Rappelez-vous, moi je l'ai vu à l'époque ce film The Marine quand il faisait encore du catch. C'était catastrophique et ça a tué d'ailleurs sa carrière à Hollywood pendant longtemps. Mais là, le fait de revenir en Peacemaker, je trouve que c'est bien, c'est cool et je pense qu'il fera entre guillemets de grandes choses pour ce que c'est. Mais s'il continue à faire des choses comme ça, comiques, satiriques,
Un jour, peut-être, il va vouloir chercher un rôle un peu dramatique, plus sérieux, mais ça lui va bien pour l'instant. Et je pense que c'est cool. Il y a des acteurs comme ça où la comédie d'action leur vont très bien, et je pense qu'il en fait partie, et on pourra oublier de Marine. En deuxième position, vous savez qui c'est Dwayne The Rock Johnson. Alors c'est pas étonnant parce que c'est presque le premier à être devenu une véritable star, hein, soyons honnêtes. Succès critique, succès au box-office, le mec est devenu l'un des acteurs les plus bankable d'Hollywood, les plus demandés. C'est l'un des acteurs qui touchait les plus gros salaires, même encore aujourd'hui, hein, des 25, des 50 millions par film. Très peu d'acteurs peuvent se permettre ça. Pendant un moment, il était inarrêtable, hein. Il a quand même 3 projets à plus d'1 milliard de dollars au box-office avec Fast 7, 8 et Vaiana 2 et bientôt le live action qui je pense va dépasser le milliard aussi. À voir, il a même fait 300 millions avec Skyscraper. Qui fait ça aujourd'hui? Alors c'est pas aujourd'hui, on est d'accord, mais 300 millions sur un film comme ça, c'est étonnant, c'est choquant, c'est plus que Furiosa, 2 fois plus, pour rappel. Il a ressuscité Jumanji, ce qui est quand même assez compliqué, mais il l'a fait. Il a tué la momie, alors là j'exagère un petit peu en disant ça, mais c'est qu'il a un peu tué la momie. Il a tué DC Comics pendant un moment, avec Black Adam, là je rigole un peu moins parce que c'était vraiment ça, même en backstage. Le mec a vraiment marqué les spectateurs, mais il lui manque ce rôle vraiment culte et de qualité, je trouve, parce qu'en fait, il s'est pas prouvé en tant que bon acteur. Même s'il a des rôles que je trouve vraiment bien, comme dans No Pain No Gain, il n'a pas encore porté un film en tant qu'acteur principal et en tant qu'acteur dramatique. Pourtant, c'est quelque chose qui l'intéressait aussi. Et moi, c'est ce que j'ai dit à l'époque aussi, même si je l'aime bien dans des films comme Southland Tales, parce que c'est un film assez aléatoire et il est plutôt drôle dedans. J'avais fait une vidéo complète sur lui à l'époque en parlant de son déclin et je lui disais vraiment qu'il va changer d'attitude, qu'il va changer de stratégie pour devenir un peu plus célèbre mais différemment en tant qu'acteur. J'avais dit qu'il doit se réinventer parce que pour l'instant, les gens en ont un peu marre de voir The Rock faire exactement la même chose. Et pour se réinventer, il faudra trouver des bons réalisateurs. Et c'est ce qu'il a fait, visiblement, avec The Smashing Machine, qui sort pour nous fin octobre. Mais c'est un projet, évidemment, qui est cher pour lui, qui est important parce qu'il doit se réinventer en tant qu'acteur sérieux. Il peut plus faire des films d'action sous stéroïdes parce qu'il a bientôt 55 ans, donc c'est juste pas possible. Même s'il a le remake live action de Vaiana l'année prochaine, il y a aussi le Scorsese qui doit sortir normalement. Donc je pense que là, il va se chercher des films bien plus intéressants, nouveaux, pour devenir un bon acteur tout court. Le problème de The Rock, c'est qu'il s'est vraiment enfermé dans un rôle et un type de rôle pendant une décennie, voire 2 décennies, et maintenant il doit en sortir, et c'est avec des projets comme The Smashing Machine et les prochains qui va faire ça. Donc je pense vraiment que c'est un mec qui a beaucoup de potentiel, c'est un mec qui est doué mine de rien, mais il lui faut ce rôle marquant. On verra si celui-ci est ce rôle marquant. Est-ce qu'il va vouloir aller chercher l'Oscar, des choses comme ça? On verra bien. Mais voilà, moi je suis content qu'il se réinvente, qu'il change un peu d'attitude par rapport à ça. J'espère que c'est pas juste, vous savez, pour avoir un Oscar et puis basta, parce que peut-être il va vraiment retourner faire des blockbusters à la con plus tard. Mais s'il commence à faire des rôles différents par rapport au fait qu'il a perdu du poids, qu'il a plus la même carrure et tout, je pense que c'est une bonne chose. Donc j'ai hâte de voir le futur de sa carrière, je pense que ça va être très bien. Mais il y a un acteur, d'après le Hollywood Reporter, qui dépasse évidemment Dwayne The Rock Johnson, c'est Dave Bautista. Et je pense que c'est le plus étonnant dans le sens où moi, lorsque je regardais le catch à l'époque, jamais j'aurais cru que ce bourrin veuille devenir un vrai artiste, un vrai acteur dans cette fameuse catégorie, je veux dire à Hollywood, parce qu'en termes de catch, hein, c'est aussi de l'acting, soyons honnêtes. Mais la réalité est qu'il enchaîne les projets intéressants et en même temps les bouts atomiques, ce qui est quand même assez rigolo. Il comprend l'opportunité qu'il a et la rareté de cette opportunité. Il sait qu'être un acteur, c'est très compliqué, donc il enchaîne les projets peu importants et peu qualitatifs. Et en même temps, il va chercher des bons réals pour faire des vrais bons films. Il bosse constamment, il sort plusieurs films par an. Le mec est partout. Mais c'est vrai qu'il est partout en termes de direct to DVD, en termes de plateforme de streaming, en termes de cinéma. Le mec fait tout, mais il va aussi chercher de bons projets. Et ça, je respecte parce que oui, il va jouer plein de choses différentes. Il va jouer ce gros bourrin dangereux, un peu bébête dans Dune, par exemple. Il va jouer un clown violent chez Marvel. Il va jouer une sorte de caricature grotesque de l'américain moyen dans Glass Onion, mais vous voyez déjà on a du James Gunn, on a du Denis Villeneuve, là on a du Rian Johnson, Blade Runner évidemment, Villeneuve de retour, il joue un homme pourchassé, rempli de mélancolie, Shyamalan avec Knock at the Cabin où il joue une menace imposante mais bavarde forcément, Spectre, il fait un méchant de James Bond, c'est pas rien mine de rien, Army of the Dead, qu'on aime ou pas, c'est aussi un réalisateur connu avec Zack Snyder. Bon, mine de rien, il peut porter un film sur ses épaules, même si la qualité du film est discutable, même si moi j'aime bien, j'avoue, Army of the Dead. J'avais aussi fait une vidéo dédiée sur lui à l'époque. C'est un mec qui fait plein de films d'action de merde un peu tous les ans, mais il va aussi chercher des bons films. C'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que je pense qu'il mérite d'être premier de cette liste concernant Hollywood Reporter. En ce qui concerne un catcheur et acteur américain, je pense qu'il mérite d'être premier sur cette liste, c'est clair et net. Mais c'est vrai qu'il manque quelqu'un quand même d'assez iconique. Certes, il n'est pas américain, mais c'était aussi un catcheur. Et je sais que la liste se concentre majoritairement sur les États-Unis parce que c'est quand même dit Hollywood Reporter. Et je sais que littéralement, c'est aussi la WWE là-bas. Mais il faut parler aussi de
Randy Savage dans son rôle iconique de Spider-Man. Bon, je rigole en disant ça parce que ça reste un rôle très drôle, mais le vrai acteur mémorable qui était catcheur à l'époque, c'est évidemment Lino Ventura. Hein. Alors oui, il était catcheur professionnel, il a joué dans tellement de films cultes, hein. L'Armée des Ombres de Melville, évidemment l'un des meilleurs films de tous les temps. Il a rejoué pour Melville avec Le Deuxième Souffle, par exemple. Touche pas au Grisby, de Baker, c'est son premier rôle, hein, si je dis pas de bêtises. Le Clan des Siciliens, de Verneuil. Les Tontons Flingueurs, de Lautner. Le mec a fait énormément de classiques. Alors, je comprends parce que c'est pas un mec qui était dans le divertissement du catch. C'était un mec, à l'époque, parce que le divertissement du catch n'existait pas en réalité, c'était un mec qui était pro dans l'activité plutôt sportive. Disons, contrairement à beaucoup de la liste qui est très américano-centrée et en même temps ce mélange de WWE qui était du catch et de l'acting, lui c'était pas ça, lui il était lutteur, catcheur en réalité, mais il était littéralement catcheur, donc il faut évidemment le souligner, il faut en parler et j'ai fait le test, hein. J'ai demandé à plein d'IA différentes, j'ai demandé aussi à Google de me trouver le meilleur catcheur devenu acteur et personne me dit Lino Ventura, pourtant c'est le cas. C'est vrai, en France, on le connaît, hein, parce que voilà, c'est un acteur qui a fait beaucoup de films français, acteur italien, mais il a fait tellement de choses différentes de manière générale que pour nous, c'est quand même un mec qui est iconique. Et quand vous savez qu'il était catcheur, mais pro à la base, parce qu'après il y avait la guerre et tout, c'est un peu compliqué, mais voilà, il était vraiment dedans et c'est impressionnant parce que justement, lui n'avait pas ce côté théâtral, donc il s'est reconverti de l'acting, là où beaucoup des acteurs avaient ce côté presque théâtral, parce que le catch, la WWE, c'est un peu du théâtre aussi, bah lui s'est reconverti du sport à une activité complètement différente et il a marqué évidemment le cinéma mondial, le cinéma français. Donc pour moi, il fallait clairement en parler, il mérite d'être sur cette liste, donc je voulais le souligner. Après, il y a plein d'autres, vous savez, acteurs qui ont eu un passé de lutteur, de catcheur, de manière peut-être semi-professionnelle, professionnelle, ou peut-être juste à l'université aux États-Unis, vous savez où ils font beaucoup de sport. Woody Strode, par exemple, visiblement Kirk Douglas avait fait beaucoup de lutte aussi, mais c'était pas que professionnel. Je sais qu'au Mexique, El Santo est iconique, extrêmement culte, mais j'avoue que moi je connais pas du tout, donc malheureusement je peux pas vraiment en parler. Donc si vous connaissez mieux peut-être El Santo, vous pouvez m'expliquer ça dans les commentaires, ou juste, je sais pas, en faire un TikTok, un Instagram pour m'expliquer ça. Utilisez cette vidéo pour une sorte de tremplin si vous voulez. Antonio Inoki apparemment au Japon était hyper connu aussi, mais je m'y connais pas. Donc peut-être ma liste est un peu fausse, peut-être je suis pas assez informé, pas assez cultivé sur ces deux dernières personne, mais je compte sur vous pour me dire dans les commentaires si vous connaissez un peu mieux en termes de cinéma mexicain, peut-être en termes de cinéma japonais ce que lui a fait. Dites-moi tout ça dans les commentaires, lancez-vous, profitez-en. Et moi j'ai envie de vous dire, dites-moi aussi ce que vous pensez de cette liste. Êtes-vous d'accord avec la liste de Hollywood Reporter? Êtes-vous d'accord avec mon choix numéro 1 de Lino Ventura? J'ai envie d'avoir tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, TikTok, Instagram, Facebook et Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.